RTCI vous propose Dans le vif de la Constitution, une émission présentée par Anis Moulay et Afif Alaya. Dans le vif de la Constitution, on démarre sur les ondes d'RTCI avec Anis Moulay. Bonjour Anis. Bonjour Afif. Alors, on rappelle le but de notre émission, c'est pour essayer d'expliquer, de présenter la Constitution tunisienne donc aux auditeurs de RTCI. Tout à fait Afif, c'est pour diffuser un tant soit peu donc une culture politique après la révolution, parce que nous savons que de l'ère du déchu, donc cette voilà, j'arrive, donc cette Constitution, non pas la Constitution, mais cette culture, voilà, je cherche le mot, la culture, donc nous en avons été tellement donc absents par rapport à ça que nous avons oublié de quoi s'agit-il. Donc cette culture politique qui était sous l'ère du déchu quasi absente, on essaiera dans le cadre de cette émission, voilà, donc de s'atteler sur un nouveau thème. Voilà, et à chaque fois on fera appel à des experts pour répondre aux questions que nous essayerons de poser tout au long de cette émission qui s'étalera sur 3 mois. Vous avez donc partagé en 12 chapitres ou 14 chapitres, voilà. 16. En 16 chapitres. Pour être exact, s'agissant de la Constitution, tel que son sommaire le prévoit, et ces 16 chapitres-là, ces 16 thèmes-là, donc seront discutés, chaque thème pour chaque semaine d'ici donc 3 mois, voilà. Et la semaine dernière, on a commencé par définir la Constitution. Qu'est-ce qu'une Constitution et à quoi sert une Constitution? Cette semaine, on va s'attaquer au préambule de la Constitution. Donc, on va marcher étape par étape. Et avec nous, nous avons le plaisir de recevoir professeur Abdelhamid El-Abed, maître de conférence en droit public. Bonjour professeur, bienvenue sur RTCI. Bonjour, merci. Alors, directement, on va entrer dans le vif de la Constitution et poser la première question. Qu'est-ce que le préambule de la Constitution, professeur Abdelhamid El-Abed? D'abord, je vous remercie pour cette deuxième invitation, pour ces thèmes qui seront développés, tout comme l'a dit Anis, tout au long de semaines qui vont venir et qui sont nécessaires pour exposer aux auditeurs et aux Tunisiens et Tunisiennes de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'une constitution. Ouais. D'abord, donc, qu'est-ce qu'un préambule d'une constitution? Un préambule, c'est tout simplement la partie introductive d'un texte juridique. Donc, il s'agit d'un texte plutôt littéraire. C'est pas un texte juridique, mais c'est plutôt on ne dit pas qu'il s'agit de dispositions, mais ce sont des paragraphes dans lesquels on introduit le texte de la Constitution. Donc, grosso modo, techniquement, c'est ça le préambule, ce qu'on appelle un préambule. C'est la partie introductive, l'avant-propos, etc. Donc, vous pouvez l'appeler de diverses appellations, mais l'appellation juridique, c'est un préambule, c'est le préambule. Donc, c'est la partie, comme je le répète, c'est la partie introductive de la Constitution. Elle n'est pas rédigée de la même manière que le texte de la Constitution lui-même, ce qu'on appelle le dispositif. Voilà. Donc c'est de manière très schématique, très sommaire, qu'est-ce qu'un préambule de Constitution? Donc Anis, le préambule de la Constitution, c'est une présentation. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que toutes les constitutions possèdent un préambule? En fait, Arafef, le préambule de la Constitution, c'est je vais essayer de revenir sur ce qu'a dit Abdelhamid. C'est d'abord une introduction lorsqu'on parle de préambule dans la sémantique. Hein. Donc c'est une introduction à un discours ou à un exposé, donc qui précède quelque chose. Vous avez un préambule, c'est comme une préface s'agissant d'un ouvrage ou d'un travail littéraire ou intellectuel. Là, on ne va pas rentrer directement dans le vif de ce projet-là ou de ce texte-là. On va essayer d'exposer les motifs, on va essayer de présenter, donc, je dirais, l'économie générale, la teneur qui se dégage de ce texte-là, et puis, donc, essayer de baliser
baliser le terrain devant la compréhension donc du texte réellement fait. Pour revenir à votre question donc par rapport à la valeur, vous avez posé cette question. Non, avant de passer à la valeur de ce préambule, je voudrais savoir est-ce que le préambule existe, si on peut dire ça, dans toutes les constitutions? Tout à fait. Dans certaines constitutions, dans toutes les constitutions, on peut avoir donc des préambules. C'est tout à fait normal, comme je viens de le dire, c'est pour exposer donc les motifs de l'existence même de cette constitution-là. Sauf que il y a des constitutions qui essayent d'avoir un préambule très pointu, très, je dirais, détaillé, qui expose plusieurs motifs, plusieurs éléments qui sont parfois hétéroclites, comme c'est le cas pour le préambule du projet de la Constitution. D'autres, c'est Abdelhamid tout à l'heure vous parlera du préambule de la Constitution des États-Unis, qui sont très concis, et qui n'exposent pas donc des éléments, je dirais, qui sont pointus ou qui sont donc différents. Pour revenir à la définition de préambule d'une constitution, le préambule, comme je viens de vous le dire, c'est un texte plutôt littéraire dans lequel on indique certains éléments, et ces éléments vont répondre à deux questions, pas plusieurs questions. La première question, savoir qui et qu'est-ce qu'on veut devenir, l'identité, qui nous sommes et quel est le projet qu'on propose d'établir à travers cette constitution. C'est pratiquement le deux principales ou les deux questions uniques dans lesquelles on prétend répondre dans le préambule ou dans la partie introductive. Donc d'abord, techniquement, le préambule, c'est la partie introductive, l'avant-propos, la préface, l'introduction, qu'on voulait, du texte lui-même de la Constitution. Ça, c'est sur le plan technique. De l'objet, c'est-à-dire quel est le contenu du préambule. Le préambule est censé répondre à deux questions. La première est de savoir qui nous sommes. La seconde question est de savoir qu'est-ce qu'on veut devenir. D'accord. C'est uniquement ça. En ce qui concerne les éléments, quels sont les éléments qui définissent le préambule du projet de la Constitution, professeur Abdelhamid? Comme je viens de le dire, pratiquement, la définition d'un préambule, d'abord, c'est une partie introductive, c'est-à-dire le préambule, c'est une introduction à un texte opératoire, aux dispositifs qui sont des dispositifs qui vont gouverner la Constitution, c'est-à-dire des articles. Donc la forme du préambule est différente de la forme du corps de la Constitution. Du dispositif. Le dispositif est subdivisé en chapitres et en articles, donc c'est différent la façon avec laquelle il est rédigé, tandis que le préambule, c'est pratiquement un texte plutôt littéraire. Et un texte littéraire qui sert à répondre à ces deux questions que je viens de vous dire. C'est d'abord qui nous sommes, et ensuite quel est le projet ou qu'est-ce qu'on veut devenir par la suite, dans le futur, dans l'avenir. C'est exactement ça. Quelle est la valeur de ce préambule? Avant d'aller à la valeur, donc de répondre à ces questions, moi je voudrais m'atteler sur les éléments constitutifs donc du préambule de ce projet de la Constitution. Et tout à l'heure j'avais parlé donc d'éléments hétéroclites. Éléments hétéroclites, c'est-à-dire dans le cadre de cette œuvre littéraire, si j'ose m'exprimer ainsi, on a dénombré 4 éléments. Il y a d'abord un rappel, je parle toujours du projet, le droit exactement, et sur les institutions. Ce préambule se termine par la référence ô combien importante aux droits humains, et dans ce cadre-là, on cite également donc l'universalité de ces droits, ainsi que la sauvegarde d'un environnement sain. Remarquez, Arafef, qu'il existe plusieurs éléments à la fois. Plusieurs éléments à la fois, et parfois on a envie de dire qu'il y a une sorte de verbiage, dans ce cadre. Je voudrais poser une question peut-être, pour moi, pas évidente, mais est-ce que ces éléments vont être repris ensuite dans le projet de la Constitution? Est-ce qu'on va reprendre ces éléments, ou bien ils n'existent seulement dans le corps du préambule? Alors là, on revient à votre question de tout à l'heure, lorsque vous avez dit la valeur juridique. Et tout à l'heure, c'est Abdelhamid aussi, il a parlé de cette œuvre littéraire artistique. La question qui se pose, est-ce que le préambule de la Constitution possède une valeur juridique au même titre que le dispositif? Et lorsqu'on dit valeur juridique, c'est-à-dire la contrainte. La contrainte, c'est-à-dire si on ne respecte pas, on est sanctionné. Est-ce qu'il possède donc la même teneur juridique, ou bien il est différent? Et là, je laisserai d'abord donc s'exprimer c'est Abdelhamid, ensuite je reviendrai sur cette question.
Merci Anis. Ça c'est votre question sur la valeur juridique du préambule par rapport au texte lui-même de la Constitution. C'est une question très importante parce que c'est une question dans laquelle sommairement on peut dire qu'il y a deux approches. Il y a une approche francophone, française plutôt, qui s'inspire de l'école de droit français et qui dit que le préambule c'est la partie, ce qu'on appelle le motif d'une décision ou d'un texte. Et on vient ensuite les dispositifs. Et nécessairement, logiquement, et c'est tout à fait normal, on ne peut pas comprendre la décision, c'est-à-dire les dispositifs, sans d'abord comprendre les motifs. Oui. Donc, quelqu'un doit lier les deux textes, c'est-à-dire le préambule et le corps de la Constitution. Oui. Ça, c'est une première approche. La seconde approche, c'est une approche anglo-saxonne dans laquelle vous trouverez une distinction entre une partie introductive, c'est le cas du préambule, et le dispositif. Et ce qui est important, c'est le dispositif, c'est la partie... le dispositif, vous voulez dire le corps, c'est un peu le corps du projet. Les articles qui composent donc le projet de la Constitution. La partie opératrice. Voilà. C'est en anglais operative part. C'est-à-dire c'est les textes qui opèrent. Oui, oui. Donc on ne tient pas compte du préambule. Et ça c'est, je trouve, parce que la question de la place ou de la valeur juridique de préambule très importante. Parce qu'une fois vous ouvrez la porte. D'interprétation. Au fait que le préambule il est sur le même degré de force juridique ou d'importance juridique que le texte ou le corps de la Constitution, vous ouvrez la porte à toutes les interprétations, et c'est-à-dire à tous les aléas possibles et imaginables, à tous les risques. Parce que à partir d'un texte qui est tout à fait un texte littéraire, dans lequel il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup d'idées, il y a du tout, c'est-à-dire finalement du verbiage, qui traduit l'état de lieu en Tunisie. Ce sont les Tunisiens qui ont produit ça, ou certains Tunisiens qui ont produit ça. Donc ils essaient à travers le texte d'exprimer leur point de vue. Aujourd'hui, pour des raisons politiques, c'est le point de vue dominant. Donc finalement, c'est un texte qui, lorsqu'il sera utilisé juridiquement, c'est un texte qui est très dangereux. Il risque de poser des problèmes. C'est un texte sur lequel on peut s'appuyer pour fonder tout ce qu'on veut, c'est-à-dire y compris une dictature. Ça, c'est très simple. Si vous accordez de l'importance à un texte littéraire, c'est-à-dire c'est pas finalement un texte juridique. Et donc vous risquez surtout au niveau de la Constitution, puisqu'il s'agit de la norme suprême du pays, donc vous ouvrez un boulevard, une autoroute pour toutes les interprétations, et surtout les interprétations dangereuses. Donc il faut mettre en garde tout le monde que cette façon de voir les choses est très préjudiciable pour l'avenir. Et donc il faut toujours regarder avec circonspection ces textes de préambule. Donc il faut le regarder de très loin, et au fait ça traduit l'état de lieu à un moment déterminé de l'histoire du pays. Donc il ne faut pas rester en l'état. C'est pour cette raison, par exemple, dans d'autres constitutions, telles que l'a dit Anis, c'est la Constitution des États-Unis, le préambule le tient en une phrase. Pas en plusieurs, en une phrase. Ici, nous avons presque 2-3 pages assez longues dans lesquelles vous trouverez tout, et même un problème, des problèmes énormes. Justement, en fait, par rapport, Sarah Blahmid a été, comme d'habitude, exhaustif par rapport donc à la question. Moi, je voudrais juste attirer l'attention par rapport à la valeur juridique donc du préambule de la Constitution, parce que c'est, je dirais, l'interrogation fondamentale de savoir si le préambule de la Constitution possède la même valeur juridique que le dispositif. Ici, c'était le cas. Pourquoi avoir adopté donc un préambule? On aurait pu donc insérer directement des dispositions s'y référant, et puis donc continuer dans le dispositif de la Constitution. Voilà. Là, la question est un peu nuancée. Par exemple, ce qui allait, l'exemple de la France, par exemple, l'exemple de la France, le préambule de la Constitution jusqu'à une décision en 1971, liberté d'association du Conseil constitutionnel français, le préambule de la Constitution ne faisait pas même pied d'égalité que le dispositif. D'accord? Donc après cette décision-là,
il est devenu dans ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire lorsqu'on fait référence à la Constitution, on prend aussi comme élément de base et d'interprétation le préambule qui possède, je dirais, la même valeur juridique. Et voilà, en France. En Tunisie, nous avons donc tranché dès le départ. D'accord. Et on trouve dans le chapitre 9 de ce projet de la Constitution, donc dans ce qu'on appelle les dispositions finales, articles 143 et 144, je dis article 143, 144, dans le draft, dans le dernier draft, parce que ça risque de changer, oui, donc encore une fois. Voilà. Là, on dit que le préambule 143, le préambule de la Constitution est une partie intégrante de la Constitution. Donc elle a la même valeur juridique. Et là, ça a été tranché, voilà, et on va parler des répercussions de cette façon de voir les choses. Et puis l'article 144, il dit que l'interprétation du projet de la Constitution se fait dans une manière cohérente et homogène. C'est-à-dire que si on voudrait interpréter, on va interpréter aussi sur la base du préambule de la Constitution, et là ça pourrait ouvrir. Qui est déjà sujet à interprétation, puisque c'est un texte littéraire. Exactement, et là ça pourrait ouvrir donc le débat autour de questions très importantes sur le plan juridique, qui risquent même d'altérer et de changer l'ordre juridique interne. Pourquoi? Parce que on parle souvent d'une notion que peut-être les profanes ne connaissent pas, mais on parle, c'est Abdelhamid, de la notion de la supraconstitutionnalité. Qu'est-ce que la supraconstitutionnalité? Voilà, la supraconstitutionnalité, c'est, nous avons donc la Constitution et ses dispositions, qui est censée être la norme, donc supérieure dans un ordre juridique, mais les juristes ont déduit justement à travers certains préambules qu'il y avait des normes encore plus importantes et encore plus contraignantes que la Constitution elle-même. Et quelles sont ces normes? Par exemple, on prend le cas de la France, c'est les droits de l'homme qui sont inaliénables et qui dépassent même la valeur juridique de la Constitution française. En Tunisie, la question s'est posée par rapport à l'existence donc de normes supraconstitutionnelles. S'agissant de la question, c'est Abdelhamid, d'avoir l'islam comme référencement à cette constitution-là, et on s'était dit, si on a une référence à l'islam dans le préambule de la Constitution qui, lui, peut transcender cette Constitution-là, eh ben, on risque de voir cette Constitution complètement soumise au préambule de la Constitution, et donc à des normes qui sont plus importantes que les normes édictées dans la Constitution. Voilà. Pour vous, c'est Abdelhamid Labd, les normes supra-constitutionnelles. J'abonde sur ce qu'a dit Yanis, c'est-à-dire que le texte que nous avons devant nous, que ce texte pose énormément de problèmes, et lorsqu'on prend le projet de la Constitution en entier, c'est-à-dire du préambule jusqu'à la disposition, ce qu'on appelle définitive, aussi c'est une nouveauté dans le texte constitutionnel, parce qu'il n'y a pas de texte qui contient un chapitre relatif aux dispositions définitives, ça n'existe pas nulle part, sauf dans la Constitution tunisienne, de projet d'aujourd'hui. Donc tout cela, c'est avec ça on boucle la boucle, c'est-à-dire on revient à la case départ. Finalement on n'a plus un texte juridique. On a tout sauf un texte juridique. C'est-à-dire on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire finalement on va interpréter de la manière la plus politicienne, la plus politique et la plus littéraire possible. C'est-à-dire on ouvre la porte à tout. Bon, j'ai pas de problème avec les références à tout ce qu'on veut, on peut se référer à tout. Ici dans le projet du préambule on se réfère même au zionisme. C'est-à-dire les Tunisiens légifèrent pas pour eux, mais légifèrent pour l'humanité, presque. C'est-à-dire on a des prétentions assez importantes, assez grandes. Mais la sagesse enseigne qu'il faut parfois être tout à fait humble, surtout en matière juridique. Personne n'a la vérité absolue. Et donc, on aurait pu, ça Abdelhamid, excusez-moi de vous interrompre, on aurait pu rester peut-être dans des considérations littéraires, mais ne pas considérer que le préambule de la Constitution ait la même valeur juridique que les dispositifs de la Constitution. Ça, on aurait pu donc respecter une certaine, je dirais, démarche méthodologique donc de cette Constitution-là. Parce que le fait de se référer et de considérer dans l'article 143 du projet de la Constitution que le préambule de la Constitution fait partie intégrante
de toute la Constitution, là, comme l'a dit Saad Abdelhamid, va créer des boulevards d'interprétation. Et parfois même, le juge constitutionnel, parce que c'est lui le compétent à définir et à interpréter donc les textes constitutionnels, parfois donc essayera peut-être, selon des considérations de politique politicienne, donner à la Constitution une interprétation à un moment donné, donc qui ne soit pas réellement en harmonie avec ce qu'a cherché donc les constitutions à mettre en œuvre, et ça pourrait donner lieu à, je dirais, des interprétations farfelues, voire déverrouiller les garde-fous qu'on devrait avoir dans une constitution pour ne pas donc légiférer à tort et à travers. Voilà, je crois qu'on a tout dit par rapport au préambule. Je laisse la parole donc à Saad Abdelhamid pour terminer. Vous savez, il reste à préciser certaines choses, à mon avis. Oui. D'abord, en ce qui concerne ce qu'a dit Anis, c'est-à-dire le bloc, ce qu'on appelle le français, on appelait ça le bloc de constitutionnalité. En Tunisie, nous avons une tradition, même si nous n'avons pas de juge constitutionnel. Par exemple, la déclaration de la République du 25 juillet 1957 faisait partie de ce qu'on appelle des principes généraux qui devraient, sur lesquels être fondé le régime politique tunisien. Et ici, nous n'avons pas, puisque le texte de 1959 a été déclaré caduc, qui n'a plus de force opératoire dans le pays, donc nous avons un nouveau texte, et c'est un texte qui va dépendre de la sagesse des gens qui vont l'appliquer. C'est-à-dire la sagesse ou l'absence de sagesse. Et donc c'est pour cela que j'ai parlé de garde-fou tout à l'heure. Donc, quelles que soient les intentions, et comme Monsieur Abdelhamid, on va pas faire des procès d'intention, on va essayer de donner donc le bénéfice, le préjugé favorable donc à ceux qui vont appliquer la Constitution, et espérant que donc cette Constitution... Mais le principe dit que les choses valent par leur commencement. Oui, aussi, c'est vrai. On va pas faire des procès d'intention, mais il faut être réaliste aussi et voir un peu comment les choses vont se passer à travers l'expérience, etc. Donc, nous avons un texte qui va nous accompagner et qui va aussi constituer matière à crise permanente dans le pays. Voilà, dans le vif de la Constitution, prend fin pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine à Nice, ça sera avec plaisir d'inviter encore une fois Saad Abdelhamid El-Abed, s'il voudrait bien être parmi nous, donc pour discuter des libertés. Et on va consacrer donc 2 émissions aux libertés. D'abord une émission relative aux libertés, je dirais civiles et politiques, dans le projet de la Constitution. Ensuite, donc la semaine d'après, donc une émission relative aux libertés économiques, sociales et culturelles. Merci beaucoup, merci professeur Abdelhamid El-Abed, maître de conférence en droit public. Merci. Et puis on remettra notre rendez-vous pour jeudi prochain. Élise, merci beaucoup. Et avant de terminer, on voudrait bien rendre hommage à une chère collègue qu'on a perdue il y a un an. On a perdu notre collègue Erij Mahjoub le 17 octobre 2012. Paix à son âme. Et donc, Élise, aujourd'hui... Oui, c'est une année donc jour pour jour. En fait, elle est très émue parce qu'elle était très proche donc de Erij Mahjoub, paix à son âme. Donc cela fait une année qu'elle nous a quittés. Que le bon Dieu ait le courage, donne le courage à sa famille et à nous tous pour endurer ce décès. Voilà, on va terminer avec ça. Au revoir.